Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est un plaisir pour moi, comme chaque vendredi, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 136e numéro aujourd'hui, avec ça y est, un premier mois de l'année 2023 écoulé, déjà beaucoup de sport au programme. Alors même si je ne suis pas un statisticien, un adepte des chiffres, sur ce mois de janvier, j'ai effectué 25 sorties, 230 km pour moi qui ne borne pas beaucoup. C'est un gros mois sportif. Et pour être très clair, la dernière fois que j'avais effectué autant de kilomètres sur un mois écoulé, eh bien c'était en avril 2020 au moment du confinement. Donc, je sors de ce mois de janvier avec beaucoup de kilomètres au compteur, mais également du renforcement musculaire, intégré dans mes sorties ou parfois en séance spécifique. Dimanche, ce sera le premier dossard pour moi de l'année. À proximité de la maison, une course de 10 km qui va me servir de test et me conduire tranquillement jusqu'à ce semi-marathon en mars. Alors je dis tranquillement, je sors un petit peu fatigué là sur cette semaine qui était pourtant une semaine cool. J'ai dû attraper quand même un petit virus, ce qui s'entend encore dans ma voix. Je suis encore avec une voix relativement couverte. J'ai pourtant fait une belle séance de seuil mardi, mais là, depuis donc mercredi, dernière séance avec mon groupe d'entraînement, je pense que je vais même pas courir jusqu'à dimanche pour être frais, reposé et mettre toutes les chances de mon côté pour mettre en action tout ce travail réalisé en janvier et même auparavant, puisque décembre avait déjà été un mois prolifique. De ce premier dossard de l'année, course intermédiaire en vue de l'objectif du semi-marathon en mars, on en parlera la semaine prochaine, je vous ferai un petit débrief. D'ici là, restez connectés sur les réseaux si vous voulez savoir comment elle s'est déroulée. Facebook, Instagram, vous connaissez les liens. Une chaussure est-elle capable, selon vous, de protéger des blessures ? C'est aujourd'hui la question posée à Jean-Luc Guerre, podologue du sport de métier et membre du staff professionnel de l'Olympique de Marseille depuis plus de 18 ans. Alors Jean-Luc dispose d'une autre casquette, celle de chef d'entreprise et fondateur de la marque de chaussures française WizWedge. Après 15 années de recherche, 4 brevets déposés, des produits testés, analysés, découpés par des laboratoires scientifiques, les chaussures WizWedge sont en mesure de s'adapter au poids de l'athlète, mais aussi au terrain que celui-ci va rencontrer. Du plus souple au plus dur, le drop présent au niveau du talon est en effet modulable. Ce nouvel équipementier français s'oriente dans un canal plutôt sport santé, mais pas de front avec les grandes marques. Pour Jean-Luc, cette chaussure entre totalement dans un dispositif de santé pour pratiquer son sport avec moins de risques, moins de blessures. Au-delà de cet échange autour de sa marque et des chaussures WizWedge, Jean-Luc reviendra au préalable sur son parcours de sportif, son contact avec le monde professionnel et surtout l'utilité d'aller confier à un podologue la seule surface de notre corps en contact avec le sol lors de notre pratique de la course, à savoir le pied. Merci à toi Jean-Luc pour ta disponibilité dans un agenda des plus chargés avec tes nombreuses casquettes. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Jean-Luc Guerre, fondateur de la marque WizWedge, un nouvel équipementier français et une chaussure qui vous protège. Bonne écoute à vous. Bonjour Jean-Luc, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. J'aurais pu mettre la musique de Van Halen, Jump, en introduction pour accueillir donc celui qui est le podologue également de l'Olympique de Marseille. Mais on va parler d'une chaussure révolutionnaire, semble-t-il, qui réduirait les tensions musculaires, tout ce que l'on peut connaître lorsque l'on est coureur à pied. Donc Jean-Luc, merci d'être l'invité du podcast et je vais te laisser te présenter. Merci à toi, Sébastien, pour cette invitation. J'y suis sensible. Merci beaucoup. Alors, Jean-Luc Guerre, comme tu l'as souligné, je suis de formation podologue du sport. Depuis 18 ans également podologue de l'Olympique de Marseille, Ligue 1 professionnelle. J'ai une formation orientée plutôt sur tout ce qui va être recherche en biomécanique aujourd'hui et dans la prise en charge d'athlètes dans le domaine du triathlon, de la course à pied ou du football et voire du rugby aussi également.
Et je suis aujourd'hui et depuis quelques années dirigeant fondateur d'une société qui s'appelle WizWedge, WIZWEDGE, qui s'installe aujourd'hui comme un nouvel équipementier français dans le domaine de l'innovation au service du sport et de la santé. Avant de parler de WizWedge, Jean-Luc, je voulais savoir quel était ton lien avec le sport. Est-ce que quand tu étais plus jeune enfant, tu pratiquais déjà la course à pied ou peut-être le football? Oui, effectivement, j'ai toujours été sportif depuis mon plus jeune âge. Je pense que j'ai dû porter mes premiers crampons de football, je devais avoir 6-7 ans, et ce pendant au moins 25 ans. Donc, j'ai toujours pratiqué de l'activité, on va dire, footballistique ou même de course à pied, par passion un peu, familiale aussi, j'ai toujours été entouré de sportifs à la maison et qu'on a toujours été passionné par le sport. Donc j'ai toujours, oui, effectivement, baigné dans cette ambiance qui est celle du sport et la passion du sport, effectivement, oui. Aujourd'hui, est-ce que tu pratiques encore le foot ou la course à pied? Est-ce que ton emploi du temps te permet justement de dégager des créneaux pour t'aérer un petit peu, avoir une activité sportive? Tu l'as bien souligné, je te remercie. Avoir du temps, c'est pas simple, mais je le fais en sport loisir. J'essaie de libérer des fréquences courtes, mais la course à pied, par exemple, ce que je pratique aujourd'hui, je le fais de façon sporadique parce que c'est simple. On se chausse très rapidement. On peut le faire au temps voulu sans trop se poser de questions. Il suffit de s'organiser dans une journée et trouver un moment. Mais c'est surtout aussi dans le souci d'essayer nos chaussures et nos prototypes régulièrement. Alors, comment tu en es venu à mener des études pour devenir podologue? Ben, en fait, très simplement, j'étais très jeune motivé par une carrière orientée vers la médecine et surtout la médecine du sport. Et j'ai donc été très jeune en activité d'études supérieures en médecine et mon orientation très rapidement s'est faite sur un choix qui était plutôt orienté vers tout ce qui était biomécanique, la prise en charge un petit peu au niveau du relationnel blessure du sportif. Et mes activités se sont, on va dire par choix, orientées vers la podologie sportive et la biomécanique. C'était un véritable choix en fait. C'est ce qui me passionnait très tôt, très jeune. Et finalement, mes études m'ont mené à découvrir, même encore au quotidien, des choses passionnantes, intéressantes. Et on le découvre aujourd'hui pour ceux qui sont amateurs de sport, la podologie en part entière devient un vrai secteur complémentaire dans l'activité de prise en charge d'un sportif ou d'un marcheur, d'un randonneur. Hein. Parce que je pense que moi, je l'ai démarré cette activité lorsqu'elle était un peu au balbutiement de ce qu'elle pouvait offrir comme potentiel et bénéfice à un sportif. Et aujourd'hui, on n'a plus vraiment de gens qui, dans le souci de leur bien-être et de leur pratique du quotidien, qu'elle soit de marche ou de course à pied ou autre sport, qui ne soient pas équipés. On a beaucoup de sportifs qui passent entre les mains des podologues aujourd'hui, et c'est important au niveau postural, au niveau prévention, au niveau protection, pour pouvoir faire les mêmes efforts avec, on va dire, des risques mesurés de contraintes et essayer d'avoir un petit peu, on parle même presque plus que de sur-mesure aujourd'hui dans les chaussures, et ça va vraiment en complémentarité des soins du kiné, de l'ostéo et du médecin sportif. Donc, c'est une belle activité qui demande à être connue et je pense que les jeunes praticiens en devenir aujourd'hui ont de belles années inspirantes à mettre en œuvre. Est-ce que l'on repart forcément d'un podologue après une consultation avec des semelles? Je voudrais avoir ton avis sur cela. C'est une très bonne remarque. En fait, je pense qu'au départ, pour te donner raison, on a surtout un rôle de conseil. On a un rôle d'accompagnement. Les orthèses plantaires, puisqu'on en parle, elles doivent être dans un objectif simple, c'est d'assurer une éventuelle plus-value. Donc, ça ne se justifie pas toujours, mais le praticien va être dans un rôle de conseil aussi, dans l'orientation vers un kiné, vers un ostéo, parce que l'intérêt, le travail, c'est qu'il soit pluridisciplinaire. Donc, orienter au bon moment, conseiller au bon moment, dans un choix de chaussures, dans l'éventualité de prévention avec des orthèses ou pas, c'est pas une nécessité. Ça peut être dans le contexte d'une plus-value ou d'une prévention. On n'a pas tous obligatoirement besoin d'orthèses. On a besoin d'être bien préparé physiquement pour faire son sport. On a besoin d'être bien accompagné au niveau de sa nutrition sportive,
On a besoin d'être bien accompagné sur son choix de chaussures. Il y a des conseillers en chaussage qui le font très, très bien aujourd'hui, des spécialistes qui le font très, très bien. Je pense qu'il faut qu'il y ait une communion et qu'on comprenne que ce travail est très horizontal. Et aller chez son podologue, c'est pas obligatoirement repartir avec des orthèses plantaires, surtout quand on a le sentiment qu'au départ, on arrive un petit peu avec peut-être même des a priori ou des grandes interrogations. Il faut le faire, on va dire, de façon arbitrée, intelligente et au bon moment. Il faut le faire au bon moment. Mais l'orientation chez un podologue, elle est quand même aujourd'hui très complémentaire à la pratique d'autres professionnels de santé dans l'accompagnement du sportif. Ça peut être fondamental aussi. Alors, il est vrai que quand on est coureur à pied, marcheur ou randonneur, on a l'impression parfois de délaisser un petit peu ses pieds. C'est pas la partie du corps pour laquelle on va passer le plus de temps et on va accorder le plus de soins. Quels seraient tes conseils pour les personnes qui débutent? Comment on prend soin de ses pieds pour justement les garder en bonne santé? Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un coureur, même débutant, à sa première ampoule, on comprend qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir une chaussure qui soit adaptée aux pieds. Les soins les plus simples sont aujourd'hui les plus intéressants. C'est avoir des bonnes chaussettes en coton, limiter des produits qui vont assurer une transpiration, voire des ampoules, un chaussage trop petit si on fait de la longue distance ou on fait une pratique plus intensive, éviter les micro-traumatismes d'un pied qui glisse et qui va buter au fond d'une chaussure pour avoir des hématomes sous un gluéot, ce qui n'est pas très confortable. Quand on a un hématome sous un ongle, c'est hyper inconfort. Le choix de sa chaussure aussi est fondamental selon les appuis, la pronation. C'est là où, sur la question précédente, l'intérêt d'être guidé sur un bon choix de chaussure peut limiter, suite à des problèmes statiques ou posturaux, des blessures à venir. Mais tout ce qui va être, on va dire aujourd'hui, dans le soin local du pied, je pense que l'intérêt, il est surtout dans le bon sens. On n'a pas le sentiment, quand on est coureur, de tout savoir, mais quand on s'interroge un peu sur comment faire son sport et moins se blesser, même de façon isolée au niveau du pied, on fait vite le tour avec des pommades éventuellement antitranspirantes, du talc si on transpire beaucoup, ce qui va limiter des blessures, des conflits de contact. Ça veut dire que le choix au niveau du pied lui-même, c'est pour ça que il ne faut pas qu'on ait un regard réducteur sur ce que peut être le pied, parce que ça ne va être pas uniquement que sur des soins pédicuraux qu'on va prendre en considération le pied. Le pied, c'est quand même le socle au niveau fonctionnel, au niveau biomécanique, qui va nous projeter vers l'avant, qui reçoit le poids du corps, qui va recevoir les contraintes de la course à pied, qui peuvent équivaloir 3 à 5 fois le poids du corps selon les foulées et le rythme auquel on pratique. Donc, ça veut dire que le pied, il est, comme tu le dis très justement, parfois, on va dire, délaissé. Quand tout va bien, on est tous logés à la même enseigne. On n'a pas le souci de sa santé quand on est jeune. On sait qu'on va courir pour se décrasser un peu, avoir le bénéfice d'une bonne pratique de remise en forme. Et tout ça, déjà, ce contexte de chausser ses baskets et de partir va nous faire insidieusement découvrir quelles vont être les bonnes méthodes. Et je pense que le meilleur médecin, en fait, c'est le patient lui-même. Parce que on apprend de ses erreurs dans le chaussage, dans les orientations, on va dire, de choix, de produits, de chaussettes, de préparation du pied. Je pense qu'aujourd'hui, dès qu'on est un peu averti, qu'on a couru quelques semaines, spontanément, on va choisir les bonnes options lorsqu'on fait preuve de bon sens. Et après, la complémentarité vers toujours la pratique du podologue sur ce qui va être orthétique, c'est-à-dire sur l'orthèse, elle va se faire dans une appréhension particulière, comme tu disais tout à l'heure, surtout pour avoir de l'information. Et surtout pour, à ce moment-là, quand on reçoit de l'information, on va se former, on va être un peu plus averti sur la conduite à tenir pour limiter la marge d'erreur. Donc, au niveau pédicural, au niveau des orthèses, je pense que aujourd'hui, même si c'est pas dans l'obligation que chaque coureur soit, on va dire, équipé, les conseils pratiques d'un praticien podologue sont toujours bons à prendre parce qu'on va devenir son propre médecin, en fait, praticien. On va tenter des choses dans sa préparation physique, sur sa nutrition, sur son sommeil, sur sa récupération, sur les pas de récupération, sur les protocoles avant et après, dans la préparation physique. Je pense que le sportif, il a un petit peu tout ça en même temps. Il est un peu son podologue, son kiné, il est un peu son préparateur physique, son nutritionniste.
Et cette culture, elle s'acquiert au cours du temps. C'est vrai qu'au départ, comme tu dis, tu as raison, on pourrait avoir innocemment des négligences. Mais je pense qu'on acquiert ça très très vite quand on est passionné et qu'on aime son sport et qu'on ne veut pas se blesser. Est-ce que selon toi, il existe une foulée idéale? On vante le médio-pied comme étant la foulée naturelle. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et est-ce que les gens qui attaquent talon peuvent rester en attaque talon si ça leur occasionne pas forcément de blessures? C'est une très très bonne remarque. Aujourd'hui, je pense que, et logiquement, certains préparateurs physiques se sont interrogés sur le fait de limiter des contraintes fonctionnelles qui viennent directement du talon lorsqu'on talonne un peu fort. Or, il ne faut pas négliger que la course à pied, c'est quelque chose de très instinctif, de très primitif, comme la marche. On prend 100 sujets témoins, personne ne marche de la même façon. Donc, par extension, personne ne court de la même façon. Vouloir, à un moment donné, de façon singulière, mettre tout le monde dans un même moule de foulée, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais je comprends l'interrogation de certains préparateurs physiques ou de certains spécialistes du conseil de la course à pied qui vont, à un moment donné, s'interroger sur le sujet. Qui s'interroge, dans tous les cas, va créer, à un moment donné, des recherches, des travaux, de l'interrogation. Ça veut dire que dans tous les cas, c'est toujours constructif, qu'on soit d'accord ou pas. C'est même instructif, parce qu'on va, même ceux qui sont partisans ou non, se mener à s'interroger, se rapprocher de spécialistes pour savoir si c'est bien ou pas. Donc, tu me poses la question. Et c'est là où le podologue va accompagner son patient. Mais vouloir changer sa foulée lorsque tout va bien, c'est pas une solution. Il faut le savoir. Parce que les faits sont têtus. Quand ça se passe bien, pourquoi vouloir changer sa foulée? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de courir et d'avoir une projection un petit peu sur le médio, c'est sûr que si on quitte le talon, il y aura moins d'impact direct verticaux, des incidences sur le genou, la hanche qui émanent du talon, mais elles vont émaner au niveau du médio-pied, parce que le pied va avoir un double rôle dans sa partie médiane, ça va être à la fois d'amortir et projeter. Encore faut-il avoir une cadence et un rythme assez prononcé. Donc, il faut déjà être un coureur averti et un très bon coureur. Il faut savoir que depuis que cette tendance a été lancée, de vouloir courir en médio, on est un peu en suspens sur sa chaîne postérieure. Il faut avoir les qualités techniques, il faut être bien conseillé et les qualités physiologiques pour le faire. Aujourd'hui, ça a rempli les cabinets médicaux. Et pouvoir faire du médio sur du longue distance, il faut être très bon. Peut-être faut s'appeler Benoît Z ou être dans des foulées de haut niveau. Il y en a beaucoup qui savent le faire ou qui instinctivement ont déjà ce morphotype ou cette chaîne musculaire un peu plus courte qui facilite la projection vers l'avant. Mais la course à pied est très primitive et très instinctive. Si on assoit une centaine de personnes sur une chaise et qu'on lance un coup de départ et tout le monde doit partir pour une urgence courir 100 mètres, il n'y en aura aucun des 100 qui aura la même foulée. Et je pense que dans le cas d'urgence, on ne va pas du tout penser à courir talon médio. La marche, elle va être très instinctive. Je pense qu'il vaut mieux canaliser, on va dire, sous le conseil de gens formés, des postures vicieuses d'appui, dans la pronosupination, par exemple. Il vaut mieux, on va dire, orienter, alléger la course, faciliter le déroulement du pas. Il y a des gens qui le conseillent et qui le font très bien. Mais il faut faire très, très attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des publications scientifiques qui montrent que dans tous les cas, il n'y a pas plus d'activité péjorative et délétère sur les étages supérieurs au niveau des membres inférieurs si on court sous le talon ou sous le médio. Donc, il y a eu des courants de pensée aujourd'hui qui sont administrés, qui mangent l'esprit de façon très illusoire de chacun, qu'il fallait avoir une foulée universelle. C'est faux. C'est très faux. Je veux dire, peu importe les moyens, c'est les résultats qui comptent. Quand on a un objectif de finir un semi, une course à 5-10 km, c'est de le faire. Trouver des solutions pour être bien dans son sport, pas se blesser, retirer l'enseignement, comme je disais tout à l'heure, de son kiné, de son ostéo, de son podologue, de son préparateur physique, de son nutritionniste, du choix de sa chaussure par un spécialiste. Déjà, c'est faire beaucoup, beaucoup de bonnes choses, gagner en culture avant même de vouloir changer sa foulée. On peut l'améliorer si elle est quand même, on va dire, très inappropriée, mais je pense que lorsqu'on gagne en réflexion dans sa pratique, il y a une espèce de mimétisme, on améliore naturellement sa course et on va savoir naturellement quelles vont être
les solutions de pratique pour moins se blesser. Je pense qu'il faut faire confiance à ce qui va être instantané et, on va dire, naturel dans la pratique. Voilà. Est-ce que tu recommandes aux personnes qui passent la porte de ton cabinet d'effectuer un travail de renforcement intrinsèque du pied? Est-ce que ça passe par des petites astuces pour finalement limiter la blessure au niveau de l'aponévrose, au niveau des tendons, notamment d'Achille? C'est une très bonne remarque. Les kinés le font déjà très, très bien. Même si les podos aujourd'hui, on est formé sur les orientations, on va dire au niveau du pied, sur l'incitation au niveau fonctionnel, sur certains muscles intrinsèques du pied. C'est une très bonne remarque parce qu'il y a des choses fondamentales qui vont dans l'accompagnement. On est dans cette pluridisciplinarité d'activité d'amélioration de sa course. Donc, oui, on peut le conseiller, mais imaginons un sujet qui est un pied plat, comme on voit assez souvent, ou même un pied pronateur, statique, qui en dynamique va avoir des contraintes et une nocivité fonctionnelle importante sur certains compartiments articulaires de sa cheville, de son pied lui-même, son genou à distance. Je suis pas sûr que de vouloir, de façon très isolée, lui assurer une activité qui est complémentaire, attention, hein, une activité d'amélioration de son activité musculaire va suffire. Dans certains cas, l'orthèse va être dans un but d'accompagnement. Qu'est-ce que l'accompagnement? C'est justement limiter la nocivité des amplitudes extrêmes, parce que la pronation, la supination, elles sont dans des amplitudes cohérentes, tout à fait profitables, et c'est très important. Ce qui va être délétère, en fait, sur un pied ou aux étages supérieurs, c'est des amplitudes extrêmes ou des sujets comme dont tu me parlais tout à l'heure, qui ont des appuis talonniers trop lourds ou un déroulement, on va dire, pas très sportif visuellement. Je pense que les repères les plus simples et un peu de bon sens vont mener au fait que, bien sûr, améliorer la tonicité d'un pied avec certains exercices, ça, les kinés font très, très bien. Dans des prises en charge, ils ont à la fois les outils, les moyens, l'expertise et l'expérience pour le faire. Donc, nous, on a un rôle de conseil sur les exercices, parce qu'on les connaît aussi, mais ne pas négliger d'orienter son patient lorsque c'est nécessaire vers un très bon kiné du sport ou un ostéo s'il y a un verrou sur une cheville ou autre, ou à distance, parce que il faut comprendre que bien soigner son patient, c'est pas le faire en cavalier seul, c'est à travers ces conseils d'amélioration de tonicité du pied et autres qu'on va pouvoir satisfaire un patient dans ses interrogations. Est-ce que tu abordes les patients de la même façon qu'ils soient sportifs professionnels? Là, on a affaire à des Formule 1 au niveau du sport et des sportifs amateurs. Est-ce que les pathologies sont les mêmes? Alors, c'est une très très bonne remarque à nouveau. Moi qui suis dans un enseignement fédéral depuis 18 ans en Ligue 1, là c'est de l'horlogerie. Le vrai souci, c'est de limiter la chronicité et la récidive de blessures. Parce que le sportif doit revenir et pas se blesser à nouveau dans le même contexte, même blessure. Je dirais qu'en ville, les praticiens en ville sont tout aussi bons. Un praticien dans un organisme fédéral, c'est un praticien de ville qui va au fil de l'eau gagner en expérience. Moi, j'y suis depuis 18 ans, j'apprends des choses toutes les semaines. La culture, elle est énorme. Moi, j'ai travaillé avec des kinés différents, avec des médecins différents, avec des ostéopathes différents, et on s'imprègne de l'expertise et de la culture de chacun. C'est que ce ne sont que des gens passionnés, déjà, qui ont le souci de la santé du sportif. Ils sont pas là pour eux, ils sont pas là pour leur ego, ils sont là pour les sportifs. On a une culture, on va dire, particulière, qui fait qu'après, on va retransposer et démocratiser ça en cabinet. Mais il faut savoir qu'un praticien en cabinet fait exactement la même chose qu'un cabinet dans une médecine fédérale. Sauf qu'il va y avoir peut-être des protocoles qui vont être optimisés d'une année sur l'autre. On va essayer d'améliorer tout ce qui va être singulièrement profitable dans le temps, parce qu'on a un souci de temps. Et il faut dire que les sportifs de haut niveau, ils sont bichonnés au quotidien. Quand on est sportif amateur, même de très bon niveau, on a son emploi du temps, on a son boulot, on arrive parfois fatigué. C'est pas simple. Un pro qui fait du sport le matin, il fait la sieste l'après-midi. Parce que la sieste, ça fait partie de l'entraînement aussi, c'est l'entraînement invisible, faire une sieste. Donc ça veut dire que tous ces paramètres sont d'un enseignement extraordinaire. Moi, j'ai fait 10 ans aussi dans le domaine du triathlon, de la course à pied, en suivant le triathlon d'Embrun, qui est donc un triathlon de longue distance aussi, où là,
dans mes premières années d'activité, ça m'a donné une expertise, un enseignement énorme. Donc, si on veut découvrir, apprendre les choses, surtout dans le domaine du sport, il faut savoir écouter les autres praticiens, même d'une corporation différente. Moi, j'apprends des choses permanentes dans le monde de la médecine à part entière, de la médecine de la rééducation, des kinés, des ostéos, des préparateurs physiques, de la nutrition qui a pris une place énorme aujourd'hui. Et je pense que les praticiens en ville ne sont pas moins bons. Ils ont une expérience différente qu'ils acquièrent différemment, mais on a un enseignement sur des cours magistraux qui sont les mêmes, qui est un enseignement qui reste le même. Donc après, il y en a qui vont se spécialiser en gériatrie, il y en a qui vont se spécialiser dans le sport, il y en a qui vont se spécialiser dans la kiné respiratoire. Donc, chacun sa spécialité. Mais le sport à part entière, tu m'as posé la question pour démarrer, j'ai trouvé ça très pertinent, c'est de me savoir si j'étais sportif. Je pense que déjà, pour pouvoir appréhender une blessure, il a fallu, je pense, à un moment donné, avoir été blessé soi-même. Donc, quand on parle d'une tendinite, quand on parle d'une contracture, quand on parle d'une crampe, d'un claquage, quand on a ce vécu sportif, on a déjà une culture de blessé avant d'essayer d'entretenir une culture de soignant. Donc, ça veut dire que je pense que pour être praticien du sport, il faut aimer le sport, il faut aimer les gens et les sportifs. Il faut mettre toujours tous les moyens qu'on a, l'innovation au service du sport et de la santé. Voilà. Donc, ça veut dire que on a tous la capacité de pouvoir le faire. Et tu arrives au contact de ces sportifs professionnels à faire abstraction de l'aura qu'ils peuvent avoir, des paillettes. Alors, là, jeu de mots, un clin d'œil à Dimitri Payet, mais de pouvoir faire abstraction justement de ce qu'ils sont pour les traiter vraiment comme un patient que tu aurais au quotidien dans ton cabinet. Tu sais, ça peut impressionner si tu as 25 ans et tu démarres avec des professionnels du sport de très haut niveau de ton âge. Mais souvent, les praticiens qui gravitent autour des sportifs de haut niveau sont un petit peu plus âgés. Parce qu'on te fait confiance quand tu acquiers déjà une culture en cabinet et que tu arrives avec une certaine information, une certaine formation. Après, il y a des kinés brillants, des praticiens de toute activité professionnelle confondue, qui sont brillants très jeunes, attention. Mais on va te demander peut-être une expertise et d'expérience. Bien sûr, pour avoir d'expérience, à un moment donné, il faut être dans le bain. Donc, elle s'acquiert au cours du temps. Impressionné, non. Parce qu'en fait, c'est comme un artiste qui rentre sur scène. À un moment donné, dans la première minute, eh ben, tu dois réciter ton chant, tu dois réciter ta pièce. Je veux dire, tu es dans ton activité à part entière, tu n'es pas perturbé par ce qui se passe en face. L'intérêt, en plus, c'est de trouver les solutions pour améliorer les protocoles et améliorer la santé du sportif, qu'il soit blessé ou non. Je pense qu'il faut déjà considérer qu'en valeur absolue, un praticien médical se doit d'avoir le même regard pour chacun, aussi bien pour un sujet du troisième âge qui va améliorer son périmètre de marche dans son quartier qu'un sportif de haut niveau. L'intérêt en valeur absolue, c'est la santé de chacun. Donc déjà, il y a un gros respect face à ça. Et après, avec le temps, moi, j'y suis depuis 18 ans. Donc, je suis le doyen même aujourd'hui du staff médical. Ça veut dire que quand on te laisse un peu de temps, sans principe, tu ne fais pas trop des brevets de longue vie dans du haut niveau. Si j'y suis, c'est que j'ai peut-être encore un peu le profil pour assurer un bénéfice dans ma pratique, dans le conseil, dans le suivi aux sportifs. Dans le haut niveau, on n'est pas là pour faire du sentiment auprès des praticiens. L'intérêt, c'est d'apporter les meilleures pratiques, les meilleurs courants de pensée pour les sportifs. L'intérêt, c'est la santé du sportif déjà dans le haut niveau. Voilà, c'est vraiment la vertu essentielle. Donc, on se doit d'être humble tout le temps et soucieux de ce qu'on peut faire, non, parce qu'on est là, parce qu'on acquiert un savoir, une expertise au cours du temps et on la transpose, qu'on soit en cabinet ou dans une enceinte fédérale. Alors, ce qui me surprenait justement par rapport à ces 18 années de pratique au sein d'un staff professionnel, c'est qu'il y a une rotation, on change d'entraîneur, on change de président et bien souvent, on balaye tout. Là, sur le côté médical, c'est pas le cas. J'en ai pour preuve Alain Soultanian qui a été kiné pendant près de 40 ans, je crois, au niveau de l'Olympique de Marseille. On vous fait confiance. Ça, c'est l'expérience, comme tu le disais?
Alain Soutagnan, qui est un garçon aussi sympathique que brillant, a fait ses preuves. Et lui aussi, sa présence, son expérience, son âge, il a fait, je crois, il était d'abord en activité libérale, donc il est arrivé avec une expérience. Il n'est pas arrivé directement salarié au sein du groupe. Il avait déjà une expérience en activité libérale d'au moins une quinzaine d'années. Donc c'est un garçon qui avait déjà une statique, une posture déjà au niveau de sa formation. Et après, peut-être qu'il a dû faire à peu près une trentaine d'années dans le haut niveau. Mais après, c'est ce qu'apporte un professionnel de santé également dans l'apaisement, dans les échanges, dans l'apport psychologique aussi, parce qu'on a également euh, des, euh, des psychologues de haut niveau aussi qui accompagnent les sportifs. Donc, je pense que les praticiens, ils sont là aussi pour selon leur image, leur pratique, leur accompagnement. C'est pas uniquement un acte de soin à part entière. C'est dans le discours, dans les échanges. Il faut toujours faire preuve d'humilité déjà. L'intérêt, c'est le sportif lui-même. On est face à des professionnels. L'intérêt, c'est que le professionnel se sente le mieux possible dans sa pratique. Donc, ça se fait dans les échanges, dans la confiance, dans la sérénité. C'est un apport d'onde positive, en fait. Il faut être là. On est les petites mains en retrait pour justement que le sportif se sente très bien. Et des garçons comme Alain Soutagnan avaient cette culture aussi. Et les jeunes qui arrivent, quand vous avez un, un soignant de 60 ans qui, de par son expérience de 30 ans de haut niveau de Ligue 1, vous conseille à un moment donné sur une réflexion d'un sujet, je pense qu'on en retire un enseignement, même si on est un très bon sportif de haut niveau. C'est très important. Donc après, les échanges, ils se font avec une espèce de bilatéralité. Mais ça se fait. Les garçons de haut niveau, ils sont tous. Moi, j'ai fait 18 ans, j'ai pas rencontré un garçon inconvenable. On est dans cette proximité d'échange. Les sportifs sont accessibles, sympathiques, aimables. Ils ont le souci de bien faire. Il n'y a pas de fantaisistes. On peut croire de temps en temps que ce soit des auberges de jeunesse. Pas du tout. C'est hyper sérieux, le haut niveau. C'est hyper sérieux. Il y a des règles importantes. On n'arrive pas à la fleur au fusil. C'est vraiment, tout le monde se remet aux questions au quotidien. Rien n'est acquis. Ni les résultats, ni la santé du sportif, ni les soignants. Il faut que tout le monde soit à sa place et essentiellement à sa place. De toute cette expérience capitalisée, Jean-Luc, tu as mené un autre projet qui a dû te prendre du temps également, à savoir la création, la mise en service d'une chaussure. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à créer WizWedge? Alors, c'est bien que tu m'aies parlé de ma formation, de ma culture un peu dans le sport, en tant que praticien, de ma pratique de sportif moi-même, d'avoir été footballeur aussi. Mes premières orientations sur le fait de pouvoir tenter ce qui n'était qu'une idée, de voir le chaussage un peu autrement, n'était que culturel au départ. C'est-à-dire que ce qu'est notre société aujourd'hui part d'une idée assez simple qui est fondée sur des faits d'observation, tant en cabinet que sur le terrain. Et par la chronicité de certaines blessures, et surtout dans le football, dans un premier temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des inepties dans le chaussage qui étaient très délétères dans la récupération et surtout dans la chronicité de certaines blessures. Donc, il a fallu travailler sur le sujet. Il a fallu faire quelques ébauches de dessin. Ça part de là, hein, d'un papier, un stylo, de pouvoir noter tout ce qui pourrait être profitable pour améliorer le chaussage du footballeur. Et puis faire un prototype artisanal, puis faire un prototype chaussage, un chaussage donc chaussable, pardon, de faire des tests en laboratoire industriel, des tests en laboratoire scientifique, avoir des validations, écrire des brevets, 1, 2, 3, 4, et puis tenter de se dire, bah voilà, aujourd'hui, on a un chaussage qui pourrait parfaire un petit peu des protocoles de réathlétisation de certains joueurs. Ce que j'ai fait, donc j'ai accompagné avec notre staff, parce que c'est une activité pluridisciplinaire, je te le dis, parce que seul on a une idée, à plusieurs on a des projets. Donc ça veut dire que
Je me suis entouré de professionnels de santé, médecins, kinés, ostéos, podologues brillants, qui ont tous apporté l'eau au moulin du sujet par des questions, des interrogations, pour voir si on n'était pas loin de la réalité. Et les tests en laboratoire industriel et scientifique ont montré l'inverse, qu'on avait vraiment un produit très différenciant de ce qui existait, en rupture avec l'existant, et qui avait une plus-value extraordinaire qu'on pouvait considérer comme révolutionnaire. Si bien que on a commencé par chausser des professionnels, d'où cette longue attente. On dira qu'on est aujourd'hui un peu dans l'émergence, on va dire, économique de notre projet, mais pendant 10 ans, on a travaillé sur l'accompagnement de sportifs de haut niveau. Donc, il y a pas mal de pros de Ligue 1 et d'autres qu'on a accompagnés dans des programmes de réathlétisation, même s'ils étaient pour certains sponsorisés. Ils ont porté nos chaussures dans des phases de réathlétisation à l'entraînement, sans que ce soit filmé, bien sûr. Donc, nos produits et nos travaux et nos recherches sont notoires, c'est connu. Et voilà un petit peu le parcours avant même d'imaginer de rendre public nos travaux. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est d'émerger dans un monde de la chaussure avec déjà des équipementiers à envergure internationale. Toi, le petit poussé français, comment tu te démarques et quelles sont ces innovations, cette chaussure révolutionnaire? Et qu'est-ce qu'elle permet en même temps? Alors déjà, tu le soulignes, tu as raison, on a une marque française, toute l'ingénierie est française, donc on devient un nouvel équipementier français. On défend une chaussure qui permet de faire les mêmes efforts avec moins de fatigue. Déjà, notre chaussage du football, qui a été étudié, comparé aux chaussures du football du marché, permet au niveau vibratoire, par exemple, 80% de vibration en moins dans les muscles et les tendons, 40% de contrainte en moins dans les tissus osseux et 30% de renvoi. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu l'idée avant certaines marques de mettre une lame dynamique dans la chaussure pour faciliter le retour. Toi qui me parlais de la course sur le médio-pied. Donc, on a trouvé un système, nous, qui permet justement de faciliter le retour et de limiter une surconsommation d'énergie, de fatigue un peu sur les jambes. Et la particularité, c'est que notre chaussure au niveau structural s'est interrogée sur un sujet qui était l'un des motifs de consultation les plus fréquents en médecine du sport, qui est un peu la carie chez le dentiste, c'est les blessures et les douleurs sur la chaîne postérieure. C'est-à-dire tout ce qui va être fascia plantaire, tout ce qui va être tendon d'Achille, mollet, ischio, fessier, un peu la colonne interne des adducteurs, les lombaires, tous les muscles en fait qui nous permettent la préhension au sol et la projection vers l'avant, parce qu'on est doté en fait d'une propulsion arrière, d'un moteur arrière. Ce sont ces muscles en fait qui nous permettent de courir vers l'avant et bien sûr qui nourrissent nos cabinets puisqu'on a des tendinites, des contractures, des élongations sur cette chaîne musculaire postérieure et ça revient de façon perpétuelle. Et en fait, que ce soit dans le chaussage du running, du trail, du rugby, du football, il y a des inepties évidentes sur lesquelles on a travaillé et on s'est attardé dans un premier temps sur le chaussage du football qui est par exemple extra plat. Il faut considérer, par exemple, même pour un footballeur amateur, puisqu'on ne parle pas que des professionnels, un footballeur amateur qui a un match de football dans la semaine et 2-3 entraînements dans sa semaine va faire à peu près une quarantaine de kilomètres par semaine. Or, aujourd'hui, courir avec des chaussures traditionnelles de football, des marques bien connues qu'on ne cite pas, ben, c'est comme si tu courais un marathon en espadrille, c'est-à-dire en chaussures extra plates. Aujourd'hui, donc, il est fou de s'imaginer de pouvoir durer, surtout qu'il y a de plus en plus de matchs, il y a de plus en plus d'intensité, de distance parcourue, l'engagement est de plus en plus important, il y a de plus en plus de fractionnés courts, et on se rend compte que il y a de plus en plus de blessures sur cette chaîne postérieure. Or, aujourd'hui, on sait que les blessures sur le football, sur la chaîne postérieure, c'est 6 à 8 blessures pour 1000 heures de jeu, ce qui est considérable. C'est un taux de blessure au niveau fonctionnel, pas au niveau traumatique, mais au niveau fonctionnel, supérieur à celui du rugby. Donc, on s'est dit, on va quand même travailler sur le sport où il y a le plus de blessures sur cette chaîne postérieure. Et nous, les faits ont été têtus puisqu'on n'a que des retours de satisfaction sur ces motifs de tendinite d'Achille récurrente, de blessures dans les mollets, les ischios. On a systématiquement une plus-value extraordinaire. Et on a donc créé une chaussure avec un drop, en fait, c'est-à-dire un dénivelé entre l'arrière et l'avant, mais qui ne se trouve pas uniquement sous le talon, qui va sur les 2/3 de la longueur de la chaussure, de façon à ne pas avoir de nocivité. Il n'y a aucune nocivité, c'est une chaussure neutre qui permet justement de gagner en détente verticale sur les muscles de la chaîne postérieure, parce qu'au cours du temps et chez chacun, ces muscles vont avoir tendance à se raccourcir, qu'on le veuille ou pas. C'est du tissu conjonctif qui va se limiter en élasticité et on va avoir, puisqu'il faudrait
faire pratiquement autant de temps d'étirement et de suivi de prévention sur cette chaîne musculaire postérieure que de pratique de course, ce qui n'est pas possible. Donc, on se débrouille comme on peut, on s'étire comme on peut, on fait du stretching comme on peut. Malheureusement, cette chaîne postérieure, au cours du temps, même si on n'est pas coureur ou sportif footballeur de haut niveau, chez chacun, même si on est marcheur, perd en élasticité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir suppléer cette élasticité qui se limite de façon à gagner un peu en vertical sans avoir cette projection vers l'avant pour pouvoir avoir une nocivité au niveau des genoux, au niveau du bassin qui aurait tendance à s'antérioriser. Donc, on a vraiment une action neutre. Au niveau centre de gravité, au niveau centre de poussée, il n'y a aucune activité délétère. Donc, c'est qu'une plus-value fonctionnelle. C'est comme si toi et moi, on passait d'une chaussure extra plate toute la journée à un petit mocassin, même une chaussure de bord de plage, comme on connaît bien, qu'on connaît bien, pardon, qui va te permettre justement d'avoir ce sentiment de confort. Ça, tu vois, Jean-Luc, mon podologue me les a conseillés de ne plus porter des chaussures qui sont pourtant agréables, un peu sportswear, mais avec une très fine semelle en étant à plat. Il me dit, il faudrait mieux que tu aies un petit talon pour détendre le tendon d'Achille. J'ai tendance à avoir les mollets, des mollets de footeux. J'ai joué au foot également pendant une vingtaine d'années, d'avoir des mollets très contractés, ce qui, à mon avis, tend les articulations et provoquer des tensions sur le tendon d'Achille. Avec cette petite talonnette ou des chaussures moins plates, j'ai plus cette difficulté. Donc, on s'est compris. Donc, tu pourras féliciter ton podologue qui est certainement un très bon praticien. Donc, son analyse est très juste. Aujourd'hui, on conseillait, nous, podologues, puisqu'on en parle, on parle de la podologie à nouveau, on conseillait dans ce type de pathologie souvent une petite semelle avec une petite talonnette qui est parfois un peu en pôle incliné, qui va te projeter un peu vers l'avant, qui va peut-être même te faire perdre un peu de volume à l'intérieur de ta chaussure. Donc, on a le sentiment que le pied parfois pourrait un peu sortir. Ça peut donner, on a du bénéfice, c'est un peu inconfortable, on s'y accommode, bref. Et les médecins souvent disent, madame, monsieur, effectivement, cette talonnette, c'est très bien, portez-la à court ou à moyen terme, parce qu'en fait, à un moment donné, comme le haut du corps risque d'être projeté un peu vers l'avant, il va y avoir une activité un peu délétère, il risque d'y avoir une antériorité un peu iliaque, donc le bénéfice qu'on a un peu en bas, on va le perdre un peu en haut en tirant un peu sur la partie haute des ischios ou également des lombaires. Donc, ces médecins très avertis ont entièrement raison. Sauf que le process qu'on a mis en place, WizWedge, n'assure aucune activité de projection vers l'avant. On a vraiment délesté sur la verticale et en même temps, on ne perd pas dans le volume chaussant. C'est-à-dire que ce n'est pas une chaussure qui va être faite pour prendre à contre-pied les podologues, pas du tout, qui va aider le podologue peut-être à faire des orthèses moins épaisses, puisqu'on a préservé le volume chaussant et le petit dénivelé qu'on a mis en place, on l'a mis en sous-sol. C'est comme si on descendait au parking et que le rez-de-chaussée, on l'avait préservé. Donc, on a fait une particularité en plus évidente, c'est que ce drop, il est amovible. C'est-à-dire, lorsqu'on passe la main dans la chaussure, on peut enlever ce drop et le rendre éventuellement plus amortissant. Si on veut chercher un peu plus d'amorti suite à des épreuves un peu longues, on veut limiter la nocivité de contrainte et reprendre une remise en pratique un peu plus protégée. Ou alors, on a un drop qu'on va mettre dans la chaussure qui va être un peu plus dynamique, qui va nous faciliter la pratique sur un terrain un peu gras où on a du mal à ressortir, ou qui va faciliter une préparation physique et des fractionnés qu'on veut optimiser. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une plus-value dans la nocivité des contraintes puisqu'on les absorbe au niveau vibratoire, et également dans le renvoi. Dans ce que recherchent souvent les acteurs de la course à pied, en parlant de la course à pied en médio. Alors là, il y en a qui vont nous dire, mais si vous mettez une talonnette dans une chaussure, on est OK, mais si on court en médio, puisqu'on va reparler encore des acteurs qui confient l'idée isolément que c'est la panacée, en fait, notre chaussure, sur les 2/3 de la longueur, est efficace, parce que dans la zone médiane, il y a une lame de renvoi qui vient envelopper le pied, qui n'a pas du tout le rôle d'une voûte, comme le ferait un podologue. C'est juste quelque chose qui correspondrait un petit peu à un cambrion, comme un cambrion de chaussure, c'est-à-dire la continuité du plateau de la talonnette et qui va jusqu'au col des métatarsiens pour ceux qui sont un peu formés, jusqu'au on va dire, aux têtes articulaires de l'avant-pied, de façon à ce que si on a une foulée un petit peu, comment dirais-je, un peu sous le talon ou en médio,
le pied dans la chaussure et l'angle de la cheville dans la chaussure va être optimisé dans tous les cas pour délester le mollet et le tendon d'Achille. Donc, on y a pensé parce qu'avec du bon sens, pendant 10 ans, tout le monde s'est posé les mêmes questions et les retours interrogatifs de certains qui voyaient ça comme quelque chose d'isolé pour des sujets un peu en statique ou isolément des sujets qui courent sur les talons. En fait, le produit est convenable et profitable pour chacun. Vu la configuration anatomique, architecturale dans le plan profil, c'est une vraie nouveauté où la chaussure est profitable sur toute la longueur. Voilà. Face à ces différents terrains sur lesquels les coureurs à pied peuvent évoluer, on va donc choisir la petite talonnette si le terrain est plutôt gras, si on est en trail, si on est sur de la route. On va agir sur la rigidité ou sur le confort. Exactement. Le footballeur, par exemple, il joue sur un terrain un peu sec l'hiver, donc il va choisir une chaussure avec un élément plus souple intérieur, anti-vibratoire, qui va le limiter des contraintes d'un sol un peu ferme l'hiver, en janvier, février, mars, quand les sols et les terrains sont parfois un peu gelés, un peu sur des terrains pelousés. Le coureur, lui, pareil, s'il va courir sur un terrain un peu gras, il va mettre un wedge rouge. Le rouge, il est un peu dynamique. Le bleu, il est très amortissant. Et le wedge vert, il est fourni directement dans la chaussure. C'est-à-dire que quand on est chez un chausseur ou quand on commande ses produits, lorsqu'on les chausse, lorsqu'on met le pied dans la chaussure, en fait, c'est très simple. La chaussure est déjà prééquipée d'un wedge. Dans le wedge, en fait, ce qu'on appelle le wedge, c'est le drop qu'on met dans la chaussure. Donc, ce fameux wedge, donc W-E-D-G-E, qui veut dire cale, un peu en terminologie anglo-saxonne. Donc, cet élément qu'on glisse sous le talon va justement, avec ses propriétés, assurer à la fois le dénivelé, mais également une qualité égale entre l'amorti et le renvoi. Donc, le wedge vert, lui, est neutre. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que les chaussures with wedge, elles n'ont aucune prétention de correction. Elles sont là pour mettre le sportif dans une situation posturale la plus économique soit-elle pour son sport. Au lieu d'être à plat, on est un peu en première, prêt à démarrer et limiter les tractions, qui sont des tonnes et des tonnes de tractions sur un tendon d'Achille, pour limiter les tractions, les premières amplitudes qui sont hyper nocives, justement, quand on embraye et qu'on démarre. Donc, en fait, on a un rôle de délestage. Ça veut dire qu'il n'y a aucune nocivité fonctionnelle pour chacun, ni sur le genou. Ça ne va pas projeter le genou vers l'avant sur un flexum, une flexion trop forte. Pas du tout. Ça a été étudié. On a fait moult essais. On a fait des enquêtes de satisfaction. On a 87-88% de satisfaits sur des motifs initiaux où il y a des gènes et des douleurs. Dans tous les cas, avec ou sans semelle associée, on assure une plus-value. Ça veut dire que lorsque le podologue va, lui, équiper une chaussure, il a déjà le sentiment de mettre des orthèses et ça va optimiser les orthèses du praticien qui ne sera pas obligé de mettre une grosse talonnette sur ses semelles de chaque côté. Il pourra mettre des matériaux isolants amortissants complémentaires, mais au niveau proprioceptif, au niveau fonctionnel, les orthèses vont être optimisées au contraire dans leur activité. Donc, c'est vraiment une activité. Le chaussage devient une activité très complémentaire justement à ceux des praticiens qui peuvent conseiller cette chaussure comme un véritable outil complémentaire dans des programmes de rathlétisation pour un kiné, par exemple, qui, pour une arthroscopie, un patient dit, bah voilà, je vais reprendre un peu la course. Le kiné qui a fait de très bons soins ne veut peut-être pas que le sportif, sur ses premières semaines, ait un œdème intra-articulaire à cause d'impact sur un lambeau de ménisque qui a été soigné ou enlevé, c'est un peu fragile, on est en phase de cicatrisation. Le kiné, très logiquement, va dire, bah, monsieur, dans un choix de chaussures, vaut mieux un produit sport santé parce qu'en fait, comme tu soulignais tout à l'heure, face au mastodonte du marché, on n'est pas du tout de front grande marque. Pas du tout. On est dans un canal sport santé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 600 000 praticiens médicaux en France qui pourraient les conseiller. D'ailleurs, c'est un produit que tout doucement que les praticiens, on le sent, s'approprient. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que dans la pratique complémentaire de leurs soins, ça assure une plus-value pour pouvoir justement dans des programmes de rathlétisation ou d'accompagnement de prévention être profitable. Est-ce que vous avez mis en place pour les différentes activités de coureurs, peut-être une chaussure plus orientée trail avec plus de grip, une chaussure peut-être plus tournée vers la route avec, tu l'as dit, cet ajustement des wedges qui viennent se glisser sous le talon?
Exactement, tu as raison. Aujourd'hui, on a une collection de chaussures running pour la route qui est hyper efficace. On a une chaussure trail également. On a dans l'intention de développer un produit également efficace pour ceux qui préparent de la compétition et un produit qui va être dans les normes et dans une confection étudiée pour pouvoir justement être fidèle justement à l'attente de certains coureurs qui veulent faire de la compétition. Donc, on essaye de couvrir tout doucement tout le panel des chaussures attendues. On a même aujourd'hui mis en place des chaussures plutôt fitness pour du sport indoor, même une chaussure un peu marche sport de ville dans un coloris assez discret qui te permet d'avoir les mêmes vertus. Si tu es commerçant, station debout prolongée ou si le week-end, tu vas avoir exactement le même bénéfice dans un chaussage confortable un peu sport de ville pour améliorer ton périmètre de marche même sans aller courir, mais surtout avoir les mêmes propriétés de protection et de bénéfices de décharge. Oui, effectivement, tout ce panel est déjà étudié et mis en place. Alors, c'est vrai que tu vois, moi, les chaussures donc de course à pied, je les porte 4-5 fois par semaine. Je mets mes semelles à l'intérieur. Par contre, je ne les ai pas dans mes chaussures de ville parce qu'elles ne rentrent pas. Il faudrait que je modifie toute ma garde-robe, enfin, ma garde de chaussures, mon placard à chaussures pour qu'elles puissent rentrer à l'intérieur, ces semelles. Je pense qu'en fait, ton praticien podologue a une démarche intelligente. Il s'est dit, je suis face à un sportif qui pratique régulièrement, il me parle surtout d'un motif de consultation récurrent sur un tendon d'Achille, par exemple, invalidant, mais pendant sa course à pied. Le reste du temps, c'est un garçon qui a une activité intellectuelle, de recherche, qui fait de l'enseignement aussi, donc il va peut-être être moins dans des contraintes mécaniques fonctionnelles d'impact. C'est peut-être pas là où on va démarrer ensemble les semelles, et très justement, il est orienté vers le chaussage, vers lequel, où les contraintes vibratoires d'impact sont les plus nocives. Il s'est dit, c'est dans le chaussage sportif et autant faire des orthèses qui ne soient pas hybrides. C'est-à-dire que là, l'intérêt, c'est de faire des semelles sport à part entière. Donc, à mon avis, ce qu'il a fait, c'est très bien. Comme de faire des semelles ville à part entière si demain, tu as un chaussage très ville, tenue correcte exigée si tu étais banquier, par exemple. Mais si tu nous dis demain, moi, j'ai un chaussage un peu qui va s'orienter dans du sport de ville, il y a dans certaines chaussures sport de ville, la possibilité, en enlevant la semelle de propreté préexistante, d'y mettre un peu ton chaussage à tendance sport. Après, dans des chaussures un peu plus villes où il n'y a rien à enlever au fond d'une chaussure, c'est vrai que pour te donner raison, c'est pas simple d'y loger des semelles. Donc peut-être que tout doucement, si le bénéfice est probant, comme tu l'as vu, de ces orthèses dans ta pratique du sport, et que demain tu es amené dans ton enseignement à faire un peu plus de stations debout prolongées, tu vas te dire, autant faire perdurer le bénéfice et me protéger et pas aller courir avec un tendon qui est déjà un petit peu overdose parce que j'ai fait 10 heures de station debout la veille. Donc, ça veut dire qu'un bon chaussage, comme il te l'a indiqué, des bonnes orthèses, éventuellement un chaussage approprié à tes orthèses, comment dirais-je, de ville, c'est une bonne idée aussi. Il y a parfois des praticiens qui font des orthèses hybrides, qui font un peu sport et un peu ville. Peut-être qu'à ce moment-là, dans le sport, elles ne seront peut-être pas assez protectrices, et peut-être que dans les chaussures très villes, elles seront un peu encombrantes. C'est vrai que tout doucement, on arrive maintenant à se dire que vaut mieux avoir une paire de semelles sportives à part entière dans les règles de l'art qui soient hyper profitables parce que c'est là où on se blesse, et des chaussures du quotidien, ou peut-être on va, quelques mois plus tard, ou de façon concomitante, selon le motif de consultation initiale, avoir un second jeu pour pouvoir se protéger tout le temps. Donc sa démarche était très bonne, hein. Tu pourras le féliciter. Je lui transmettrai. Jean-Luc, quelles ont été les étapes ou d'éventuelles difficultés dans cette casquette que tu portes maintenant de chef d'entreprise? Métier de podologue, beaucoup d'expérience. C'était une nouveauté pour toi, cette innovation et ce déploiement industriel avec WizWedge? Oui, tout à fait. C'est une vraie aventure intellectuelle, une vraie aventure humaine. Le sujet, on le défend plus seul, on le défend avec une équipe. Donc, on est dans du management, on est dans de la gestion au quotidien de soucis qu'on partage. Il y a des missions au début de semaine, il y a des deadlines. On va faire des choix qui impliquent parfois des erreurs. On évite de faire 2 fois la même erreur, ce qui pourrait être une faute qui serait moins défendable.
il faut faire des choix parfois dans des situations difficiles, donc c'est pas simple. Parfois, l'idée, c'est de faire peut-être le choix le moins pire pour avancer. L'intérêt, c'est toujours avoir assez d'agilité pour avancer. L'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il faut des moyens. On est dans l'industrie. On a été accompagné par nous, la région. On a été accompagné par l'incubateur Impulse. On a été accompagné par la BPI. On a été accompagné par la Chambre de commerce. On y a mis beaucoup de fonds propres. On y a mis beaucoup d'énergie. Les accompagnements, souvent, ont été des accompagnements bancaires qu'il a fallu travailler et rembourser. Donc, ça veut dire que c'est pas simple, c'est un engagement intellectuel lourd parce qu'on y mêle du monde, on grossit tout doucement, c'est beaucoup de soucis. L'entrepreneuriat, c'est pas simple, surtout lorsqu'on est au pied du mur de l'activité commerciale. Nous, pendant déjà 7 ans, de 2012 à 2019, nous n'étions qu'une jeune entreprise innovante dans du R&D total. Ça veut dire qu'on n'avait pas d'activité commerciale pure. On ne faisait que ce qu'ils appellent du drop collector, c'est-à-dire des mini-collections, pour montrer qu'on pouvait, en dehors d'accompagner des sportifs de haut niveau, le faire et le rendre accessible un peu à chacun. Donc, on était plutôt dans cette démarche-là. Là, aujourd'hui, on va pouvoir, et on l'espère à partir de 2023, puisqu'on est en train de mettre en place une levée de fonds, pour pouvoir avoir une très belle identité, de gros moyens, pour pouvoir éclore franchement au niveau médiatique, sur la notoriété, sur le marketing, sur la publicité, pour que les gens se rendent compte qu'il y a aujourd'hui un équipementier français qui a travaillé depuis 15 ans, sous le support de brevets. En plus, on était un peu dans le mutisme au départ parce qu'on attendait les validations de nos brevets. Il a fallu des validations scientifiques, des validations industrielles. On a travaillé des laboratoires indépendants, des laboratoires universitaires. On a travaillé avec le CTC, le Centre technique du cuir et de la chaussure à Lyon. On a travaillé avec des laboratoires parisiens. On a travaillé avec des laboratoires marseillais. Je veux dire, on a travaillé des professionnels brillants qui ont jugé nos produits. Et tout ça, ça demande du temps, c'est chronophage. Donc, on est dans une phase, on va dire aujourd'hui, d'émergence un peu identitaire. Donc, je te remercie d'ailleurs, grâce à ton travail, grâce à d'autres acteurs, de pouvoir mettre en lumière des sujets qui peuvent paraître, on va dire, étonnants parfois, mais qui ont une certaine légitimité parce qu'on est parti sur un axe complètement différent. C'est pas une chaussure pour une chaussure, on n'est pas dans du market à part entière. On l'a d'ailleurs jamais fait, le market. Aujourd'hui, on est en train de montrer qu'il y a des professionnels de santé qui se sont posés des questions par rapport à des blessures, par rapport à des programmes de ratétisation, par rapport à la chronicité de certaines blessures et qu'il fallait trouver des solutions. La solution, elle est structurale, c'est une base qui est saine, qui est étudiée, qui peut convenir peut-être pas à tout le monde par choix, mais qui au niveau fonctionnel ne présente aucune ineptie et qui est là pour vraiment défendre la protection du sportif dans son sport, par prévention ou par protection. Donc aujourd'hui, on est un peu au pied du mur pour gagner en visibilité, en notoriété publique, et on s'est rendu compte que le peu de gens qui nous connaissaient, on avait un gros taux de conversion sur notre site de vente qui balbutie parce qu'on démarre pour la simple et bonne raison que les gens qui ont la curiosité de venir nous voir, c'est inspirant. On est d'ailleurs accompagné par Decathlon aujourd'hui. C'est une preuve quand même identitaire qu'on fait des choses cohérentes et sensées. Et que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la visibilité en masse pour que les gens se rendent compte que il y a des professionnels qui se posent des questions intéressantes pour essayer d'assurer une plus-value à la santé de chacun. Voilà. Est-ce que cette visibilité, cette notoriété passe par des ambassadeurs, Benoît Z, Muriel Ortiz, qui ont été respectivement donc champions d'Europe et champions du monde en course à pied? C'est une très bonne remarque, mais en fait, ce qu'on voulait au départ, pour pas bluffer l'idée de pouvoir démocratiser nos produits, c'est qu'on voulait des sportifs de très haut niveau. On a déjà accompagné dans le football moult sportifs de Ligue 1, que ce soit à Marseille ou d'autres. On a encore Romain Alessandrini qui porte nos produits. On a eu Benoît Chéroux et pléthore de joueurs qui ont porté nos produits. Dans le domaine du running, comme tu l'as souligné, Muriel Urtis, Benoît Z, qui aujourd'hui fait partie de l'ingénierie des produits. Il travaille de façon scrupuleuse sur l'arrivée des nouveaux produits, qui teste, lui qui a eu des soucis
de fractures de fatigue, sous-talienne, invalidante. Et c'est la seule chaussure avec laquelle son pied ne gonfle pas, pour te dire. Donc, lui, c'est ce qu'il a révolutionné, parce qu'au départ, il n'était pas parti pour travailler sur ce concept, mais lorsqu'il a vu le sérieux du staff, il s'est dit, mais moi, les gars, je veux rien, je veux juste tout simplement vous aider à structurer des produits qui soient profitables. Donc, et nous, ça nous a permis, en ayant des sportifs de haut niveau sous la main, avoir un œil critique hyper aigu. Un œil critique acerbe, parce qu'ils ne sont pas là pour rire, quoi. C'est-à-dire que si ça va pas, ça va pas. Ils vont pas porter tes produits pour te faire plaisir. Donc, ça veut dire qu'avoir des sportifs de haut niveau, dans le football, le rugby, on a fait porter nos produits à des professionnels du top 14. On a Jules Favre aujourd'hui qui est à La Rochelle. On avait Anthony Classen, Henri Chavancy dans le top 14 au Racing 92. Donc, c'est vraiment des sportifs de haut niveau qui, eux, ne voient que par nos produits aujourd'hui parce qu'ils ont eu une plus-value systématiquement pour des motifs de consultation de gêne ou de blessure. Et aujourd'hui, ils veulent porter nos produits et rien d'autre. Donc, nous, ça a été hyper inspirant, très instructif et constructif parce qu'on partait sur des critiques, on va dire, étudiées. Il y a des gens qui avaient une très grosse expertise, donc c'était obligatoirement très, très fin comme retour. Et c'est à partir de là qu'on a décliné l'idée de se dire, mais si ça convient à des gens qui font du sport toute la journée, tous les jours de la semaine, à très haut niveau, dans des contraintes importantes, et ce depuis des années, ils ont un retour, une expérience, il faut démocratiser ça, quoi. Il faut rendre ça accessible à chacun. C'est normal, quoi. C'est le vrai jeu, quoi. Le jeu, il est là, quoi. Et c'est là où ce qui nous intéresse, c'est la santé de chacun. Et on se dit, tiens, on tient un truc, c'est pour nous, on n'a pas de présomption, mais on se dit, on tient une pépite, quoi. On a envie que ça se sache. Alors, Jean-Luc, afin de bientôt conclure cet épisode, moi, je m'interrogeais par rapport au poids des chaussures. Je regardais les miennes, donc j'ai un modèle Saucony où je fais essentiellement de la piste avec une lame carbone à l'intérieur, 215 grammes. Et une autre un petit peu plus lourde pour les sorties longues, 260 grammes. Est-ce que vos chaussures, il me semble, sont un petit peu plus lourdes ? Qu'est-ce qui explique justement cette différence de poids ? C'est les matériaux ? Et est-ce que le poids va avoir un impact sur peut-être les vibrations, sur les traumatismes que l'on peut avoir ? Aujourd'hui, on tend vers une réduction du poids drastique des chaussures, avec, je le vois moi, du mesh qui parfois a tendance à partir un petit peu en lambeaux tellement les matériaux sont fins. Est-ce que ça peut être ces chaussures carbone et ces chaussures très légères, source de blessures ? C'est une très bonne remarque. Il faut savoir que ces chaussures carbone ne sont pas portées par tous, surtout dans des programmes où tu veux faire des préparations un peu intensives. Ça peut être la chaussure de compétition qui va te faire gagner 4-5 secondes au kilomètre, qui va te donner le sentiment de légèreté, de renvoi, etc. Je pense qu'il y a de belles recherches qui sont faites parallèlement par certains équipementiers qu'on connaît, mais dans le domaine de la santé, on a cette légitimité, nous, pour défendre ce qui ne va pas te blesser. À un moment donné, si on te vend de l'illusoire légèreté ou des produits amortissants pour aller plus vite, pourquoi pas? Sauf que nous, on le sait, et c'est les plus grands chercheurs en biomécanique dans le monde entier qui ont montré du doigt, que si ta chaussure, elle est trop lourde, ou si ta chaussure, elle est très légère, tu as exactement la même nocivité de contrainte. Ça veut dire qu'en fait, il faut de la modération en tout. C'est comme tout, en fait. C'est la modération qui gère notre quotidien en tout et pour tout. Ça veut dire que aujourd'hui, on s'est rendu compte que qu'est-ce qu'une chaussure bien dimensionnée? Une chaussure bien dimensionnée, c'est une chaussure qui a assez d'amorti, assez de renvoi et assez d'absorption de nocivité vibratoire. C'est pas du tout les mêmes choses. Donc, en fait, lorsqu'on dit qu'une chaussure est amortissante, si ton matériau extérieur en EVA, c'est-à-dire ta mousse extérieure blanche, par exemple, ou peu importe la couleur d'ailleurs, soit trop laxe et trop tendre, il va y avoir à un moment donné une perte dans le renvoi, une perte dans le retour qu'on va essayer de gagner en médio avec une lame carbonée, par exemple. Ça veut dire que ce que tu perds d'un côté, tu essaies de le gagner de l'autre. Mais en même temps, au niveau vibratoire, les contraintes, elles sont emmagasinées dans tes tissus et les vrais éléments qui vont absorber les vibrations, c'est tes tissus mous, c'est certain. Passer un seuil, ça a un caractère hyper délétère. Les vibrations dans les tissus osseux, lorsqu'elles ont un seuil acceptable, elles sont au contraire dans le fait d'améliorer, on va dire, le travail vasculaire, le travail de la densité osseuse. Donc, c'est important aussi.
Donc, ça veut dire que même les contraintes, tout n'est pas, on va dire, dans la pratique de la course, délétère. Là aussi, il faut considérer que si on court tous les jours 3 heures, on a plus de risques de se blesser et d'avoir des contraintes que si on fait des sorties de 45 minutes. Peut-être parfois, selon les morphotypes, selon le poids, selon la période, selon l'intensité, peut-être vaut mieux parfois faire 2 fois 3 quarts d'heure qu'une fois 1 heure et demie pour éviter certaines blessures. Ça, c'est les préparateurs physiques qui vont conseiller, les kinés qui vont suivre aussi. Donc, ce discours, il doit être très horizontal et à chaque fois très électif, très ciblé. On n'a pas tous les mêmes morphotypes, on l'a compris, on n'a pas tous les mêmes foulées et on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais sur des règles élémentaires, il faut une chaussure bien dimensionnée. WizWedge donne une chaussure bien dimensionnée. Aujourd'hui, on rajoute un peu de poids parce qu'on met ce fameux wedge anti-vibratoire. Dans les prochaines collections à venir, dans l'automne prochain, certes, on va étudier un petit peu le poids, on va trouver, nous, les valeurs, on va dire seuil, pour pas être délétère et qu'il y ait une trop, on va dire, orientation de déperdition dans les autres facteurs. Si on règle le curseur en allégeant trop les chaussures, on sait de façon logique qu'on va augmenter le curseur de la nocivité vibratoire dans l'autre. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et de façon générale, pour qu'une chaussure ne soit pas délétère, il ne faut pas qu'elle dépasse. Il y a des études croisées. Et par extension, on a eu tendance, de façon peut-être pas trop scientifique, mais on va dire étudiée, de dire qu'il ne faut pas qu'une chaussure dépasse 1% du poids du corps pour être vraiment délétère. D'ailleurs, si on a un sujet qui fait 80 kg, pour prendre un chiffre rond, il ne faut pas qu'il ait des chaussures qui fassent 800 grammes, c'est-à-dire 400 grammes à chaque pied. Ça veut dire que si tu as des chaussures qui font 400 grammes à chaque pied, elles vont être aussi délétères que si tu as des chaussures qui sont en dessous de 200 grammes. C'est paradoxal, mais c'est comme ça parce que ça ne va pas être pour les mêmes causes. Ça, parce que la chaussure, elle va être trop lourde, donc tu vas avoir une perte dans le retour, tu vas avoir une perte au niveau rendement, une nocivité de fatigabilité prématurée que par rapport à une chaussure plus légère. Mais la chaussure plus légère va t'apporter d'autres contraintes au niveau vibratoire. Donc, je pense que les compromis sont entre les deux. Il faut des chaussures qui respectent l'action d'amorti. L'action anti-vibratoire, c'est l'absorption de la nocivité vibratoire, parce qu'il y a l'amorti pour les tissus mous, il y a la notion anti-vibratoire pour les tissus osseux, et le renvoi par la lame carbonée ou polyamide nylon, toutes les lames qu'on peut mettre. Nous, on a déjà des lames polyamide nylon qui étaient brevetées avant même que certaines marques le fassent. Donc, on y avait déjà pensé bien avant. Ça veut dire que nos chaussures sont déjà prééquipées, nous, de lames à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, on va faire une chaussure de compétition qui va être également légère, mais étudiée par son périmètre, sa plateforme, ses matériaux. On aura des matériaux intelligents qui, lorsqu'on sera dans des produits plus légers, vont pas induire des contraintes de blessures ailleurs, dans les tissus tendineux, par exemple. Mais c'est fastidieux, la chaussure. Hein. C'est pas si simple que ça. Moi, quand je suis arrivé dans le domaine de la chaussure, même en étant podologue formé, on a des orientations très simples, en fait. Et c'est au niveau architectural, au niveau de la qualité des matériaux, il y a quand même une science particulière. Il faut savoir écouter aussi des chercheurs en biomécanique qui ont des outils, des plateaux techniques pour montrer des choses importantes. Nous, on a été surpris parfois en ayant des chaussures parfois un peu plus lourdes, d'avoir des absorptions et une fatigabilité inférieure à des chaussures beaucoup plus légères. Il fallait le croire, mais c'était la réalité. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à certaines orientations très marketing qui nous mangent l'esprit et l'illusoire réflexion sur c'est plus léger, on va aller plus vite. Ça renvoie beaucoup, donc dans tous les cas, je pose moins de temps mon pied au sol et je vais limiter des contraintes au niveau musculaire. C'est pas vrai, il faut faire très attention. Il y a un exemple très simple. Dans notre collection de nos chaussures, on a une chaussure quasi sport de ville, sneakers, qui a un revêtement, une tige hyper souple, doublée avec de la néoprène. Vraiment, elle est extraordinaire, la chaussure. Vraiment, c'est un truc de dingue. Et quand on passe le pied dedans, on a un sentiment de légèreté incroyable. Surtout que nous, on a étudié même les plis de flexion au niveau de l'avant-pied. C'est déposé, c'est breveté également. Il y a une obliquité bien particulière au niveau du pli de flexion. Le pied plie au bon moment pour délester, désembrayer la chaîne postérieure. Ça aussi, c'est très important parce que si on a une chaussure légère et qui plie trop tôt ou trop tard, on va induire des contraintes au mauvais moment sur sa chaîne postérieure. Donc, on y a pensé aussi. Donc, on a cette chaussure, on va dire, qui est un petit peu plus lourde que les chaussures traditionnelles. Systématiquement, 100% des gens qui mettent le pied dedans, le fait que cette chaussure soit
dans une enveloppe légère, qu'on ait un confort inégalé, et ben, au niveau proprioceptif, le cerveau reçoit une information de c'est léger. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est que c'est confortable. Et le fait de pouvoir dérouler avec souplesse, le cerveau reçoit l'information proprioceptive de c'est léger. C'est très trompeur. Comme quoi les informations proprioceptives que l'on reçoit du pied, qui vont au cerveau, sont, on va dire, parfois très étonnantes. Donc, la notion de légèreté, la notion de renvoi, la notion d'amorti, elle est quand même assez subjective aussi. Et c'est pas toujours le poids qui est déterminant. Il peut l'être lorsqu'il est bien sûr de façon abusive, délétère. Mais une chaussure bien dimensionnée, en fait, il faut le savoir, c'est plein de paramètres. En termes de prix, Jean-Luc, on n'en a pas parlé. Quelle est la gamme de prix? Parce qu'on voit là avec justement l'évolution de ces chaussures carbone, les prix s'envolent. Le prix des matières premières également. Quelle est la fourchette de prix pour s'équiper en WizWedge? Aujourd'hui, notre collection course à pied a un coût moyen entre 160 et 179 euros. Mais on fait souvent, pour faciliter l'accessibilité à nos produits, des promotions aussi, ciblées un peu selon les corporations. Et parce qu'on a envie que les produits soient accessibles à chacun. Et on ne veut pas réserver également. On veut faire de la technologie accessible aussi. Voilà. On ne peut pas faire des produits cheap parce que pour nous, les produits, déjà par rapport à certaines chaussures du marché, nos produits, nous, sur les coûts initiaux, nous coûtent très cher parce qu'elles sont déjà au niveau structural plus étudiées. Elles ont plusieurs moules. Elles n'ont pas qu'un moule. Souvent, on voit des mousses EVA sur un seul monobloc et une tige, comme tu disais, en mèche. Ça coûte pas grand-chose, ces chaussures. On te vante une lame carbonée à l'intérieur, mais c'est pas ce qui est plus onéreux. Donc, on te vante aujourd'hui des technologies pour t'assurer des prix très chers. Nous, on est dans des coûts de fabrication un peu plus onéreux que la traditionnelle, mais on essaye de rendre nos produits encore accessibles. On a même fait dans les chaussures aujourd'hui fitness, des chaussures de marche, nos chaussures de trail et nos premiers prix de chaussures sport indoor, des produits qui démarrent à 139 euros, pour rendre, même 129 euros, pour rendre accessibles nos produits. Sur ces produits-là, à ce prix-là, nos marges sont très faibles. Mais c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. On cherche de pouvoir chausser le plus grand nombre, d'assurer, on va dire, cette appréhension de ces nouveautés qui sont techniques et qui sont défendables. Donc aujourd'hui, détenir des brevets sur des projets défendables, c'est pas pour en changer l'année prochaine. C'est pour ça qu'on voit souvent des pseudo-innovations qu'on nous vante qui disparaissent l'année d'après. Aujourd'hui, la lame carbonée, nous, dans notre chaussure de compétition qu'on fera plus tard, il y aura des produits peut-être supérieurs au carbone. Et certainement, on a déjà à l'étude des produits qui ont un rendement meilleur, dans des polyamides, dans des nylons, dans des chimies particulières sur lesquelles on travaille déjà, qui vont rendre obsolète certainement le carbone. Donc ça veut dire que aujourd'hui, toutes ces appréciations, même nominatives, nous mangent un peu l'esprit, c'est très illusoire. Voilà, donc nous, on défend des choses cartésiennes. Quelle est la plus grande satisfaction, Jean-Luc, sur cette création de WizWedge? Est-ce que c'est de voir peut-être des coureurs qui n'étaient plus coureurs car blessés pouvoir de nouveau pratiquer leur activité, ou simplement d'avoir entre les mains ce produit sur lequel tu as travaillé pendant plus de 15 ans? Je pense que tu as fait la question et la réponse, en fait. C'est-à-dire que moi, mes premières amours, c'est quand même la santé des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'était pour vendre un produit qui ne soit pas profitable, je le ferais pas, ça m'intéresserait pas. Les gens qui travaillent avec moi, qui ont assuré des validations, se sont engagés aussi intellectuellement. Les gens qui travaillent dans notre équipe sont impliqués. C'est ça qui me donne la force, c'est de voir un petit peu cette rigueur, cette implication. Il n'y a pas de signe d'agacement quand on démarre tôt, quand on finit tard, quand on se pose des questions, quand on est dans le noir, quand on a la tête dans le guidon, parce que c'est nous qui gérons les soucis. On est dans l'entrepreneuriat qui démarre. C'est très dur, c'est pas simple, parce il faut qu'on ait les moyens aujourd'hui de nos prétentions. Nos prétentions, c'est de séduire le plus grand nombre et de montrer qu'on peut faire aujourd'hui des chaussures profitables, pas uniquement que sur du market. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de soucis à travers ça. Et la satisfaction, ça serait de se dire, bah tiens, certains sportifs aujourd'hui, certains marcheurs, certains randonneurs
qui se disent, bah tiens, aujourd'hui, j'ai une plus-value avec les chaussures WizWedge, je fais les mêmes efforts avec moins de fatigue, moins de blessures. Les orthèses que m'a fait mon podologue, elles sont d'autant plus profitables. Les soins que m'a assuré mon kiné sont d'autant plus confortables. Ça me permet d'être tranquille un peu plus longtemps, de pas l'ennuyer pour lui dire que ses soins n'ont pas été bien ficelés, ce qui est faux. Souvent, les soins sont bien menés, sauf que parfois, bon, on va courir avec des produits qui vont pas. Donc, en valeur absolue, c'est vraiment la grande satisfaction, c'est de me dire qu'on puisse assurer une plus-value à ceux qui vont nous pratiquer au niveau de la santé. Alors Jean-Luc, quelle sera ton actualité pour ce début d'année 2023, à la fois en tant que podologue, en tant qu'entrepreneur et au sein du staff de l'Olympique de Marseille? En tant que praticien, déjà, c'est de toujours tenter d'approcher, d'appréhender les patients avec beaucoup d'humilité, de s'enivrer un petit peu de la passion des autres praticiens, des professionnels de santé, des préparateurs physiques, de tout le monde. On acquiert tout le temps dans l'expertise au fil de l'eau pour le bénéfice des patients, c'est ce qui est le plus intéressant. Pour mes premières amours, c'est ça. Et par extension, la chaussure est venue compléter un petit peu ces interrogations. Dans le programme de l'année, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est que tous les acteurs de mon équipe aient une belle santé toute l'année. C'est la priorité déjà. Le lundi, quand on démarre ensemble, ma grande interrogation, c'est est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous allez bien? Parce que la santé est primordiale et la santé de chacun et des proches et que ça se passe bien pour tout le monde, c'est l'essentiel. Et là, quand on a la santé, on peut travailler, faire des choses intéressantes. Si bien que les projets aujourd'hui sont ambitieux, c'est de faire une belle levée de fonds pour qu'on puisse gagner au niveau visibilité, au niveau notoriété, sur les réseaux, sur les médias, sur des programmes TV, publicité, être apprécié par de nouveaux sportifs, des ambassadeurs, faire du sponsoring pour se rapprocher d'athlètes de haut niveau qui déjà sont au pied de notre porte pour nous rapprocher. Avoir une visibilité également au niveau de la projection des médias sport, des médias santé, des médias économiques, parce que aujourd'hui on a le vœu de vouloir être connu pour justement satisfaire le plus grand nombre. Voilà. Bon, pour l'équipe première, de la mener le plus haut possible, hein. La Ligue des Champions à la fin de l'année, donc tu prends soin des joueurs. Oui, ça c'est une devise élémentaire, comme je te disais, on a démarré le sujet comme ça. Effectivement, qu'on soit des quatre coins de la France, lorsqu'on est passionné du sport, passionné de course à pied, de randonnée, de football, puisque j'y suis en tant que praticien, c'est de supporter son équipe également pour que ça se passe bien, que les gars aient bien et que on tienne des ambitions jusqu'au bout de l'année pour faire de très belles choses et on en serait très, très fiers. Jean-Luc, dernière question. Est-ce que tu pourrais me donner un instant que tu apprécies, mais à côté de tes pompes, c'est-à-dire en dehors de toute activité sportive ou en lien avec le sport? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors? Partager du temps avec mes enfants. C'est la chose essentielle. Je dirais que j'ai toujours orienté mon temps libre face aux activités de mes enfants qui sont sportifs aussi. Donc ça a été un peu un virus familial. Mais passer du temps, c'est dans l'échange, c'est dans le partage, dans le partage de temps, partage d'émotions, partage de projets, puisqu'ils sont également impliqués intellectuellement. Ils m'ont vu depuis leur plus jeune âge travailler sur ce sujet. Ça leur tient à cœur qu'un jour, on ait un peu de reconnaissance sur le plus grand nombre au niveau médiatique. Et c'est l'essentiel. Voilà, je pense d'une vie, c'est de se satisfaire des choses les plus simples. Aujourd'hui, avoir une bonne paire de pompes et aller se promener, respirer le grand air, échanger avec des amis, ses enfants, sa famille, c'est pas être à côté de ses pompes, tu vois. C'est être, on va dire, Bien dans ses pompes. Bien dans ses pompes et un esprit bien chaussé, je dirais. Jean-Luc, je vais te laisser le mot de la fin pour que tu nous dises sur quel canal, sur quel support on peut retrouver ces chaussures WizWedge. Alors aujourd'hui, on est accessible sur notre site. Donc il y a WizWedge, wizwedge.com. Donc les produits, il y a un site de vente où c'est accessible. On a l'honneur également d'être apprécié, accompagné également par Decathlon, où on nous retrouve aussi.
On a un point de vente physique également sur Marseille, pour ceux qui ont la chance d'être dans les départements voisins ou qui de temps en temps passent pas loin pour être conseillés ou orientés. On a également l'accessibilité, chez nous, avec des acteurs qui sont toujours disponibles lorsqu'on a des messages pour informer, faire de la formation, expliquer. On est vraiment une équipe, on va dire, accessible et à la convenance de chacun sur les réseaux aussi pour les renseignements. Donc aujourd'hui, on va être dans un rapprochement et on espère de visibilité sur d'autres wholesale également, donc d'autres points de vente, mais essentiellement aujourd'hui sur notre site de vente, notre magasin et notre marketplace Decathlon également. Eh bien, Jean-Luc, je te remercie pour ces éclairages sur cette nouvelle marque française, ce nouvel équipementier dont tu es le créateur, à savoir WizWedge. J'incite les auditeurs à découvrir cette nouvelle marque et à prendre contact avec toi. Mais encore merci pour ce long échange sur le sport et l'entrepreneuriat. Merci à toi, Sébastien, pour également ton entrepreneuriat dans les médias, pour mettre en lumière des sujets que j'ai pu apprécier avec d'autres acteurs qui sont venus et qui ont participé à ton émission, qui est à présenter, qui demande à être connue parce que c'est vraiment très, très sympa et ton accueil aussi. Tu m'es vraiment à l'aise et tu es vraiment une bonne personne. Moi, j'ai eu des échos autour de toi sur les échanges et la qualité un petit peu de mise en lumière des sujets que tu veux défendre. On tient à t'en remercier vivement au nom de toute l'équipe et je te dis à très vite et une très belle journée à toi et merci encore pour ce bon moment passé ensemble et partagé. C'était très sympa. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Luc. Et pour les auditeurs, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, chaque vendredi, donc la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.